Bonsoir, Francine Chaloux. Bonsoir, Dominique. C'est un plaisir de vous recevoir parce que, puis même, je suis un peu étonnée de vous voir assise devant moi. Moi-même, je le suis un peu. Parce qu'en plus, vous êtes une femme qui ne donnait pas beaucoup d'entrevues. Non. Vous avez organisé bien des entrevues pour bien des artistes au Québec, mais vous n'êtes pas le genre à venir vous raconter. Et c'est pas ça, c'est surtout que je considère que je suis drôlement plus efficace derrière la scène et en coulisses. Ouais. Et pourtant, dans le milieu artistique, vous êtes évidemment très, très, très connu, je l'ai dit. Vous gérez toujours les relations de presse à peu près des plus grands artistes du Québec. Je pense qu'il y a à peu près personne avec qui vous n'avez pas travaillé au Québec dans les grands artistes. Pas mal vrai. Pas mal vrai, mais il y a des gens aussi qui ne vous connaissent pas du grand public. On dit Francine Chaloux. Ah, c'est qui Francine Chaloux? On ne connaît pas Francine Chaloux. Alors, je vais vous présenter, si vous voulez bien. Née à Saint-Félicien, Oui. Lac-Saint-Jean. Petite beluette. Oui, il y a du bleuet en vous aussi, je pense. Hein? Oui, oui. C'est bien important pour moi. Je suis très fière de ça. Je pense que c'est important pour la réussite aussi, Oui. notamment. J'y crois, moi, ça. Moi. Ouais. Oui. Vous êtes la sœur de Suzanne Lévesque. Oui. Vous êtes l'épouse de Georges Hébert-Germain, le journaliste et auteur. Pas l'épouse. Ah non, La blonde. La blonde. Ça fait 32 ans, par exemple. Bon, ben... Fait que c'est quasiment comme si Une j'étais légitime. Oui. Oui, voilà. La mère de Raphaël Germain, Oui. avec Georges Hébert aussi, Dominique Chaloux aussi, que l'on connaît dans le milieu des communications. Bref, j'imagine que si vous réunissez tous ces gens-là autour d'une dinde à Noël, là, je ne sais pas d'ailleurs si vous réussissez à le faire, mais Oui, il y a de la personnalité là-dedans. Oui, oui, on fait ça d'ailleurs assez régulièrement. On le fait même 2 ou 3 fois par année, entre autres pendant l'été, parce qu'on adore ça. On a une passion commune, toute notre famille, pour les lacs. Ouais. Alors, on se réunit l'été, puis on se réunit pendant le temps de Noël. Mais des fois, c'est pas toujours le jour de Noël même, mais on célèbre ça. Et il y a des têtes fortes dans cette famille-là. Et autre passion, c'est la culture aussi, qui unit un peu tout le monde. Oui. Alors là, ça doit faire des discussions assez animées. Oui, ça, il n'y a rien qu'un problème, c'est qu'il faudrait quasiment avoir un animateur parce que c'est bien compliqué de réussir à placer son mot quand il y en a 2, 3 qui parlent en même temps. Gérer le débat, là? Oui. Moi, je m'offre, si vous voulez, j'ai aucun problème. Francine Chaloux, est-ce que, en fait, vous avez en quelque sorte inventé le métier de la relation de presse culturelle au Québec, on pourrait dire? Parce que lorsque vous avez ouvert votre boîte de communication, là, en 1974, Oui. est-ce que ça existait des attachés de presse pour les artistes? Non, c'est-à-dire en 74, là, ça commençait à exister. Mais moi, quand j'ai commencé dans ce métier-là, d'abord, premièrement, c'était pas vraiment ce métier-là. J'étais réceptionniste dans une agence, mais par pur hasard, à cause d'une amie dont son chum, sa secrétaire partait en vacances, il avait besoin d'une remplaçante, pas sa secrétaire, sa réceptionniste. Et moi qui savais rien faire, elle me dit, c'est ta chance ou jamais, toi tu te dis sans arrêt que tu veux travailler. C'est une agence de publicité de spectacle, peut-être que tu aurais du plaisir là-dedans. Alors, fais-le pendant 2 semaines, puis tu verras. Alors, finalement, elle n'est jamais revenue, la fameuse réceptionniste. Alors, je suis entrée là et j'ai tout appris quasiment sur le tas, comme on dit. Je cherchais une autre expression, mais c'est vraiment la plus efficace. Ouais. Et j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui me disaient, t'as envie de faire ça? Bien, pourquoi pas? Et eux, exemple, tu vois, ils faisaient venir Tino Rossi. Ça, c'est le premier. Et Philippe Clé, les 2 premiers artistes dont ils s'occupaient. Ouais. Et l'habitude, au Québec, quand ils recevaient des artistes, l'artiste arrivait la veille, il faisait pas d'entrevue, ça n'existait pas, cette espèce de système-là. Avant, il passait des photos dans les journaux avec un bas de vignette, puis avec un résumé de bio. Mettons. Alors, moi, ce qui est arrivé, c'est quasiment un hasard, c'est que Tino, pas pour dire Monsieur Rossi, mais Tino est arrivé quelques jours avant. Puis, à un moment donné, là, j'avais commencé, moi, à écrire des communiqués en disant, je connais quelqu'un qui peut faire ça. Puis là, j'avais fait mes premiers pas là-dedans. Puis ils m'ont dit, mais il faut qu'on engage personne là. C'est parfait. Mais j'ai dit, moi. C'est bon. Et là, j'ai dit, mais pendant qu'il est ici, lui, pourquoi on n'essaye pas peut-être que les journalistes, au lieu d'écrire des biographies, de résumer une biographie, ils seraient contents de lui parler. Peut-être que ça ferait leur affaire. Et effectivement, les journalistes étaient étonnés, mais ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Monsieur Rossi s'est prêté à ça. Donc, l'entrevue, le rendez-vous là, entre un journaliste et un artiste. Oui, on a là, commencé par un, puis après ça, 2 journalistes. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être aussi les faire parler à la radio. Et puis après ça, bien, la télévision, ça, c'est venu plus tard. Mais et après ça, c'est devenu
une affaire qui était même su dans ce milieu-là. Et les gens se disaient, ben écoute, moi aussi, je voudrais le voir, mais il n'y avait pas assez de temps. Alors, on les réunissait. Puis c'est là les premiers cocktails de presse. On appelait ça des cocktails parce qu'on leur servait un petit verre. Un cocktail de presse. On leur servait un petit verre, puis ça durait une couple d'heures. Puis on faisait ça, là. Chacun avait son temps à lui avec l'artiste. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde, là. Les médias étaient peut-être 6, 7, 8. C'est comme ça que ça a commencé. Pas comme aujourd'hui, hein? Je pense qu'il y a pas mal plus de médias à gérer aujourd'hui. Oui. Puis en plus de ça, j'ai eu la chance par après de travailler avec Guy Latraverse. Oui. Mais là, lui, Guy est encore plus ouvert. Il m'a dit, écoute, tout ce que tu as envie de faire dans ce métier-là qui t'intéresse, parle-moi-en ou parle-moi pas, puis fais-le. Puis si je suis pas d'accord, je vais te le dire. Alors, ça m'a permis, puis avec lui, on s'enthousiasmait, puis on se disait, pourquoi tu fais pas venir un tel? Puis là, ça serait bon. Puis là, peut-être qu'ici au Québec, on pourrait... Parce qu'il y a eu les débuts presque au moment où moi, j'ai commencé dans ce métier-là. Il y a eu Guy Latraverse, ce bouquet, c'est pas tout à fait le mot, mais avait présenté un spectacle. Son premier spectacle qu'il a présenté avec un Québécois, c'était avec Claude Léveillé. Ah oui. Et puis après ça, ça s'est enchaîné. Ça aussi, c'était le début d'une époque. Et donc, on s'enthousiasmait, comme je disais tout à l'heure, puis on se disait, mais pourquoi pas un tel? Puis lui, est-ce qu'il est assez Surtout mûr? que vous étiez, dans les années 70, là, vraiment dans la mouvance des chansonniers. Là, hein. C'était Exactement. Charles Bois, Louise Forestier. Exactement. Et donc, on s'en venait de plus en plus à vouloir voir ces artistes. Les journalistes voulaient leur parler aussi. Et c'est comme ça aussi que vous avez pu faire grandir votre boîte. Et à un moment donné, Guy a fait une faillite, je pense, ou deux. En tout cas, je me suis retrouvée, mais il se cache pas de ça, alors je suis pas mal à l'aise pour le dire. Et je me suis retrouvée à Expo 67. Et après Expo 67, j'ai décidé, j'étais chez Barclay, et une maison de disques. Puis là, je me faisais courtiser par d'autres maisons de disques qui disaient, viens-t'en chez nous. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça aussi travailler avec un tel, j'aimerais ça aussi. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'ouvre pas ma propre boîte? Et là j'ai eu, en partant, c'était épeurant de faire ça, là, de décider de devenir attachée de presse à mon compte. Je trouvais que je prenais un gros risque. Et finalement, j'ai eu la chance que chez Barclay, on dit, en partant, nous, on le garde. Alors, tous nos artistes, et tous les artistes importants à cette époque-là étaient chez Barclay. On travaillait avec Stéphane Venn beaucoup. Je ne sais pas si tu te rappelles comment est-ce que lui était productif à cette époque-là. Les René Claude, les Isabelle Pierre, les Pierre Lalonde, les Donald Lautrec, ils ont tous passé dans les mains de Stéphane. Et puis, il y avait Jean-Pierre, tous ces gens-là. Jean-Pierre était sur Barclay. Robert était sur Barclay, pas au début, mais il était sur Barclay par la suite. Les filles, René Claude aussi. En tout cas, tout le monde était sur Barclay. Fait que ça m'a donné une chance en partant. Mais comme j'étais un peu craintive, j'ai ouvert mon bureau dans mon garage. J'ai métamorphosé mon garage en bureau. Puis je me suis toujours dit, quand mes affaires iront bien, bien, je déménagerai. Puis j'ai jamais eu le temps de déménager. Je suis encore dans toujours mon dans garage. Votre garage? Oui. Bon, allez-vous faire une vente de garage un jour? Oui. Et puis ça devrait pas s'appeler le bureau de Francine Chaloux. Je me souviens d'avoir fait un spectacle à un moment donné avec Marc Drouin, puis en bas, c'était écrit RSVP, le garage de Francine Chaloux. 33 ans plus tard, hein, parce que vous avez ouvert en 74, combien d'artistes vous avez géré au Québec? Je sais qu'il y a des Français aussi, vous parliez de Tino Rossi notamment, mais des Français qui venaient au Québec, dont vous avez géré aussi les relations de presse, mais avez-vous déjà calculé le nombre d'artistes dont vous êtes occupé? J'ai jamais pensé de vraiment calculer ça. Écoute, j'ai même travaillé avec Félix. Alors, j'ai travaillé avec Félix, je travaille encore avec Vigneault, qui me fait l'honneur de m'appeler maman. Imagine-toi de se faire appeler maman par Vigneault. Ça me rajeunit beaucoup. Bon, évidemment, avec Jean-Pierre, puis tous ceux qui ont suivi, pas tous ceux, mais beaucoup. En fait, j'ai eu cette chance-là. Oui, j'ai travaillé avec presque tout le monde. Dans les filles, tu vois, j'ai travaillé avec Diane, j'ai travaillé avec Ginette Renaud, bien évidemment avec Céline, avec Isabelle Boulay. J'ai été vraiment, vraiment privilégiée. Mais est-ce que c'est pas
d'abord un métier extrêmement difficile, ce que vous faites, puis est-ce que c'est pas aussi très stressant? Moi, je sais pas, mais il me semble que si René Angélil vous appelle puis il vous dit, bon, là, Francine, demain, on arrive, on veut telle chose, on veut, il faut organiser ça, il faut organiser ça. Mais vite. Puis vite. Vous êtes capable, vous avez pris cette pression-là? Bien, c'est-à-dire, pendant tant d'années. Ça, où tu acceptes ça et tu apprends à vivre avec cette pression-là dont tu parles, ou tu peux pas faire ce métier-là parce que c'est toujours comme ça. Et quand c'est pas parce que c'est une urgence absolue, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un feu à éteindre, il y a une autre chose à organiser, puis c'est jamais une seule chose, c'est toujours 4-5 dossiers en même temps, puis des fois 6, puis des fois 7. Ouais. Avez-vous 6-7 cerveaux? Il faut que tu aies des différents tiroirs dans ta tête. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est un choix, mais vraiment un choix. Je faisais des farces tantôt quand j'ai dit, j'ai jamais eu le temps de déménager. C'est que quand est venu vraiment le temps où est-ce que je me disais, bon, on travaille tellement fort, on devrait déménager, puis je devrais avoir plus de gens autour de moi. Je devrais engager plus de personnel. Moi, j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi à plein temps, puis les autres, c'est des pigistes que je prends quand on a des périodes là, très achalandées. qui sont invivables. Mais autrement, dans mon garage, justement, moi, je suis là. Muriel, mon assistante, est là. Nesrine, qui travaille avec moi aussi, est là, dans ce sens-là. Moi, j'entends tout ce qui se passe. J'ai pris l'habitude de ça. De suivre. Pendant que moi, je règle quelque chose au téléphone, j'entends à qui Nesrine parle, Muriel est en train de... dans quel dossier. Et il m'arrive des fois de faire... Puis là, le signe que je fais... Oui, OK là, ou non. Nesrine, va-t'en pas là. Va-t'en pas là. ou dire à Muriel... ou Nesrine, continue. Plus. En tout cas, donc, j'aurais pas pu établir un climat comme ça dans un grand bureau. Et en plus, j'aurais pas pu suivre toutes mes... Moi, en tout cas, j'aurais pas été capable parce que j'ai des consoeurs maintenant, puis des confrères qui font ça, puis qui le font admirablement bien, à leur façon. Mais ça dépend des tempéraments. Moi, je suis une passionnée, une obsessionnelle, une maniaque, puis c'est pas que je veux tout contrôler, mais je veux tout savoir. Je veux jamais avoir de mauvaises surprises. Vous disais tout à l'heure l'amour des artistes, parce que, évidemment, il faut s'en occuper des artistes. C'est pas des gens toujours faciles à gérer, j'imagine. Chacun a ses émotions. Et il arrive aussi, vous me dites tout à l'heure, les stress quand tout arrive en même temps. Il y a aussi des moments où on doit gérer carrément des crises. Et là, ça vous arrive. Il y a des artistes qui vous appellent puis qui vous disent « Bon, Francine, ça va pas bien, je suis dans le trouble ou telle chose est arrivée, tout ça. Il faut qu'on me sorte de là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir un plan de match. » Ça aussi, il faut apprendre donc à travailler avec tout ça, toutes ces demandes-là, sans froisser l'artiste? Oui, bien sûr. Et moi, d'abord, je me plais à le dire, puis je suis sincère quand je le dis, je suis une groupie. Si j'étais pas une groupie, je suis sûre que je pourrais pas faire ce métier-là comme je le fais. Et j'adore les gens avec qui je travaille. La plupart, d'ailleurs, des artistes avec qui je travaille deviennent des amis. Parce qu'on réussit à créer des liens bien facilement. Et c'est des communicateurs aussi, en général, les artistes. Il faut bien savoir ça. Ou, s'ils ne sont pas des bons communicateurs, ils veulent le devenir. Puis, en tout cas, moi, je réussis bien à communiquer avec eux. Puis je réussis bien à leur faire comprendre ce que je veux. Puis eux, on a des beaux échanges. Alors, ça facilite le travail énormément. On fait des plans ensemble. On règle nos problèmes. Quand il y a un problème, moi, honnêtement, j'en ai tellement vu de toutes les couleurs qu'il n'y a pas grand-chose qui me jette par terre. Ça me secoue, ça m'énerve, ça me fait de la peine, ça me bouleverse. Tu sais, quand Jean-Pierre Ferland a été hospitalisé, puis qu'on a pensé qu'il y a eu un ACV, puis qu'on a pensé qu'il ne survivrait pas à ça, je croyais pas ce qui arrivait, mais là, j'avais pas le temps de m'attarder à ça. Il fallait qu'on réponde. Les médias sont bien vite sur leur patin. Hein, oui, de plus en plus. Oui, j'étais de garde ce soir-là aussi, je me souviens. Alors, c'était la folie. Tu n'as pas le temps de t'attarder à tes sentiments et à tes émotions. Ça vient par après. Mais est-ce que c'est pour ça que Jean-Pierre Ferland, son spectacle, c'est l'événement de l'année pour vous? C'est-à-dire moi, je considère, oui, que c'est un événement important parce que c'est une décision grave que Jean-Pierre a prise. Puis nous, on a eu bien de la misère à accepter ça, son entourage immédiat. Le fait de quitter, le fait de vouloir quitter complètement. Oui, le fait qu'il décide qu'il voulait arrêter complètement. Moi, je considère qu'il aurait pu continuer pendant un bout, mais lui, son idée était faite et puis il n'y avait rien pour le faire changer d'idée. Mais moi, je pense que c'est peut-être pas entièrement dû à ça, mais ce qui est arrivé, l'accident qui est
arrivé, c'est beaucoup dû au stress que ça lui causait d'avoir pris cette décision-là. Plus que le stress du spectacle, c'était plus le stress du... Oui. Et le stress du spectacle aussi, mais d'avoir vraiment pris cette décision. Puis là, il était rendu là. Quand il en parlait 6-7 mois avant, pendant sa tournée, puis qu'il faisait ses adieux en tournée, bon, il pensait tout là, mais là, t'es rendu devant le fait presque accompli. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce qu'il y a des artistes que vous aimez pas, Francine Chaloux, des gens avec qui vous devez travailler? Est-ce que vous travaillez avec des gens que vous aimez pas? J'accepte plus depuis longtemps. Moi, je demande à rencontrer les gens avec qui je veux travailler, non seulement le producteur, mais aussi l'artiste. Et si ça clique pas, et si ça clique comme ça. Si ça... Faut attendre, j'ai pas le temps d'attendre, à savoir ça va-tu cliquer la deuxième ou la troisième rencontre. Peut-être qu'on va finir par s'entendre. C'est ça. Vous perdez plus de temps avec ça. Moi, il faut que j'ai un coup de cœur. Puis quand j'ai un coup de cœur, ça y est, là, je peux pas être capable... Je suis pas capable de mettre des freins puis de dire, oui, mais il faut que je me ménage, il faut que je fasse attention à ci ou à ça. J'y vais et j'ouvre la machine. Mais est-ce qu'il y a parfois des produits de certains de vos poulains que vous aimez moins, mais vous devez vendre quand même? Oui. Ça arrive. Ça arrive, j'imagine. Ça arrive, puis moi, je pense que c'est comme ça dans tous les métiers. À un moment donné, justement, il faut trouver des nouveaux arguments. Il faut essayer de trouver des nouveaux angles. Mais moi, je considère que c'est une des raisons pour laquelle ça a bien marché pour moi dans ce métier-là, c'est que je pense que je ne veux pas avoir l'air prétentieuse, mais je suis fondamentalement honnête. Ouais. Et j'ai jamais été capable de dire à un journaliste, par exemple, écoute, ce disque-là que telle personne vient de sortir, c'est le disque de sa vie. Si je pense que c'est pas un disque, je vais en parler, mais les gens qui me connaissent bien, parce qu'il y a des médias avec qui je travaille depuis 20 ans, hein, il y en a qui sont encore là, je vais pas leur dire, tu vas être bien déçu, puis écoute pas ça, là. Mais je vais essayer de trouver des angles positifs, parce qu'on peut toujours en trouver. C'est ça, c'est peut-être pas le... C'est ça. La discrétion, est-ce que c'est aussi une partie de la réussite? Parce que vous connaissez tellement d'artistes, mais vous connaissez aussi leur vie. Vous savez tout. Je suis convaincue qu'il y a toujours des gens qui essaient de vous tirer vers du nez. C'est-tu vrai? Céline, c'est-tu vrai? Hein? J'ai vu un tel, une telle. Bon. Il y a une presse qui est très forte là-dessus au Québec. Oui, aussi. Oui, j'imagine. Une presse à potins assez forte, vous trouvez? Oui, au très. Québec? Ah oui. Très. Ah bon? C'est que ça qui les intéresse. Ah, les détails croustillants et tout ça. Les dessous du show business. Il faut se retenir. Oui. Bien, c'est-à-dire, moi, je les connais depuis longtemps, ce monde-là, alors je sais comment leur parler. Et ils savent jusqu'où je vais aller, puis jusqu'où je n'irai pas. Et ils savent aussi que pour mes artistes, je vais dire oui pour certaines choses, puis d'autres choses, je vais dire oublie ça, ils ne seront pas capables de faire ça. Mais les aimez-vous les journalistes? J'ai une bien bonne relation avec les journalistes. Oui. C'est-à-dire que je les aime pas tous de la même façon. Il y en a qui sont vraiment devenus des grands amis. Et il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Ceux que j'aime moins savent ça, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à dissimuler mes sentiments. Et je sais qu'il y a des journalistes qui ont peur de vous. Avant d'appeler au bureau de Francine Chaloux, surtout quand on a une question difficile à aborder, là... On y pense 2-3 fois. Comment je vais dire ça? Je suis un peu sceptique. Ceux qui me connaissent, ils n'ont pas peur de moi, c'est-à-dire ils savent que je peux être baveuse puis que je peux les envoyer promener, mais en même temps, ils savent que je ne suis pas méchante. Vraiment, je ne suis pas méchante. Mais est-ce qu'il y a des journalistes, est-ce qu'il y a des critiques qui peuvent vraiment détruire une carrière ou un talent et qui peuvent démolir des gens pendant des mois? Pendant des mois. Moi, j'ai entendu des artistes là, me parler d'une critique. Ils savaient par cœur 2 puis 3 ans après, puis des fois 10 ans après. Ils sont très rancuniers, les artistes. Il faut que les gens sachent. Parce que souvent, évidemment, publiquement, les artistes vont dire, les critiques, Charles Bois disait, ce sont des ratés sympathiques, là, mais faut les prendre. Mais ça vient en chercher Moi, j'ai souvent entendu, mais vraiment, régulièrement, des artistes me dire, moi, les critiques, je m'en fous, je les lis pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils les lisent tous, puis ça les dérange, puis ça leur brise le cœur. Puis une bonne critique, ça leur fait un bonheur. Ils travaillent fort, ce monde-là, puis ils se donnent du mal, puis c'est des gens qui ont du cœur. Pour faire ce métier-là, il faut avoir du cœur. Ça veut pas dire que tu es l'être le plus chaleureux du monde et que tu es l'être le plus généreux, mais il faut que tu sois vaillant, puis que tu y crois dans ce que tu fais. Donc, imagine quand ils font un show, mettons, ils lancent un disque, puis le lendemain ou dans les jours qui suivent, c'est blasté partout, c'est descendu partout, c'est pathétique pour eux. Et à ce moment-là, est-ce que le lancement prend toute son importance? Comment on fait pour réussir un lancement
une première. D'abord, est-ce que ça prend une grosse machine? Est-ce que ça prend beaucoup d'argent? Est-ce qu'il faut donner beaucoup de billets, beaucoup de disques de courtoisie à des gens, remplir des salles? Comment on... Qu'est-ce que c'est dans un cas, par exemple, comme celui de Céline, mais c'est un cas très particulier. Céline, tout le monde court pour aller la voir. Justement, là, tu es même obligé de dire non souvent à plein de demandes parce qu'ils sont toujours demandants, les médias envers Céline. Puis malheureusement, c'est comme ça dans tous les pays. Alors, on ne peut pas répondre à cette demande-là tout le temps. Mais c'est pas dans d'autres dossiers d'artistes qui sont moins connus, comme on parlait de Florence Scott tout à l'heure, de Ima, qui maintenant commencent à être connus, mais qui sont mes deux derniers bébés. Oui, puis vous deviez les lancer, là. Oui. Il a fallu faut vraiment y mettre de l'énergie, puis vraiment travailler fort. Mais à partir du moment... L'atout qu'on a dans notre jeu, c'est que justement, moi, j'accepte pas de travailler sur quelqu'un en qui je crois pas vraiment. Alors, ils doivent se dire, depuis le temps qu'elle fait ça, si elle y croit vraiment, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, ils ont peut-être une oreille plus attentive, mais c'est beaucoup plus d'ouvrage. Il faut en parler, il faut s'expliquer, il faut les convaincre. Et puis, si ça marche pas du premier coup, il faut revenir. Moi, je dis toujours, le danger dans ce métier-là, c'est de devenir achalant, puis qu'ils disent pas encore. Bon, OK, je vais apprendre d'abord. C'est ça. Non, mais tu sais, ça se peut pas que ce soit encore Francine Chaloux qui m'appelle pour telle affaire. Alors, il faut doser ça. Il nous reste une trentaine de secondes seulement. Vous avez énormément travaillé dans votre vie, Francine Chaloux. 2008 s'en vient. Est-ce qu'on vous demande, la semaine de 4 jours, ça serait-tu un beau cadeau? Et que j'aimerais ça. Vous aimeriez avoir une semaine de 4 jours? C'est mon rêve. J'ai jamais réussi, ça. Je vais faire plein de magasins pour essayer de vous la trouver. C'est trop gentil. Je vous remercie infiniment. Merci. C'était fort agréable.